Et sur Ligne Droite, il y a Alexis Poulain qui nous gratifie d'une de ses excellentes chroniques. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour, merci. Alors excellente, je sais pas. Mais si, En tout cas, c'est la journée des je bonnes voulais. nouvelles. Les frères musulmans se sont pris un râteau. Petit bateau est peut-être sauvé. Alexis Poulain est sur Ah, Radio Courtoisie. Voilà. Non, c'est bon. vous savez que les cachous-la jaunie n'existent plus. J'ai Ben, appris ça ce matin. mais oui, mais Euh, par contre, on peut toujours acheter de l'anthésite au goût de réglisse. Ah, voilà, mais le site de Toulouse, visiblement, était fermé par la multinationale qui avait racheté cette marque. Alors, je n'ai pas parlé des cachous-la jaunie ce matin, même si on pourrait parler de toutes ces boîtes qui passent sous pavillon étranger et qui disparaissent. Non, je vais parler plutôt des promesses d'Emmanuel Macron et de cette réunion pour la sécurité de l'Ukraine avec la coalition des volontaires, la Coalition of Willing, qui avait rendez-vous hier, encore une fois, à Paris. C'était la 8e visite, figurez-vous, de Volodymyr Zelensky en France depuis 2022. Une visite où il est reparti, on pourrait dire presque bredouille, avec beaucoup de promesses et très peu de choses en réalité. Et d'ailleurs, ce matin, en regardant la presse quotidienne nationale et régionale, il n'y avait aucune une, en fait, sur les déclarations d'Emmanuel Macron ou cette réunion à l'Élysée hier, comme si finalement c'était maintenant quelque chose qui faisait partie du paysage, mais qui n'était pas de l'ordre de l'actualité ou du renversement géopolitique majeur. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron a annoncé 26 pays qui étaient prêts à envoyer des troupes pour sécuriser l'Ukraine en mer, au sol, dans les airs, une fois que la paix sera signée. Et parmi ces 26, il y a placé l'Italie, Italie qui a été obligée de démentir en disant non, non, on n'est pas du tout d'accord avec cette idée-là et on ne fait pas du tout partie de cette coalition des volontaires. Alors, pourquoi Emmanuel Macron continue, sans tête, à vouloir être le héros de l'Ukraine, finalement? C'est un peu à qui sera le plus offrant entre Keir Starmer, le Premier ministre britannique, Friedrich Merz, le chancelier allemand, et Emmanuel Macron, notre président tant aimé. À savoir qui donnera le plus de milliards, qui offrira le plus d'armes, qui offrira le plus de garanties. Mais tout ça après que la paix sera signée, parce qu'en réalité, personne ne veut aller dans un conflit ouvert avec la Russie. Et c'est vraiment tout ce qu'il ressort finalement de cette réunion d'hier. Beaucoup de blabla, comme aime le faire Emmanuel Macron, des déclarations, alors qui rappellent, je ne sais pas si vous vous rappelez cette interview qu'avait donnée Emmanuel Macron, où il parlait d'ambiguïté stratégique, où il disait, vous savez, à la fin de cette interview, on ne sait pas si on va se lever de notre chaise, et puis Anne-Sophie Lapix avait dit, bah si, on va se lever, et puis on va arrêter l'interview, ce qui lui a valu sans doute son poste aux 20h. Eh bien là, Emmanuel Macron a redonné encore de l'ambiguïté stratégique en expliquant que oui, il y allait avoir beaucoup de promesses, que 26 pays s'étaient engagés à faire beaucoup de choses, mais qu'il n'allait pas le dire, parce que c'est pas comme ça que ça se faisait, mais en revanche, que les différents chefs d'état-major étaient en train de se mettre en place pour mettre en place des choses sur le terrain, justement, et que vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, vraiment, aujourd'hui, on peut se demander si tout ça est à prendre au sérieux, ou si c'est simplement pour occuper Emmanuel Macron, qui, seul dans son château, va devoir trouver le remplaçant de François Bayrou. Et ça, c'est autrement géostratégique que faire des promesses en l'air à Volodymyr Zelensky. Mais il y a vraiment une fatigue, j'ai l'impression, de la part de tous, y compris des Ukrainiens qui souhaitent voir une fin à cette guerre, sans perdre évidemment les territoires qui ont été gagnés par les Russes. Et puis du côté russe, des lignes rouges qui, elles, ne bougent pas et qui sont claires. Pas d'adhésion à l'OTAN, pas de troupes de l'OTAN sur le territoire ukrainien, y compris après un cessez-le-feu, et l'arrêt de toutes ces promesses et les territoires sécurisés. Donc on est vraiment dans un moment où on voit bien que chacun essaye de faire un poker menteur avec évidemment Donald Trump en arbitre, à savoir est-ce que les Américains vont adouber ce plan européen sorti de la tête d'Emmanuel Macron cet été à Brégançon. Pas sûr. Encore une fois, il est question de promesses. Il est question que oui, les Américains seront 100% derrière ce plan européen. En réalité, si Donald Trump valide ce plan européen, c'est parce que nous, Européens, allons payer des impôts pour financer le complexe militaro-industriel américain et acheter des armes pour les fournir ensuite à l'Ukraine. Mais il n'y a pas de plan au-delà de ça, si ce n'est continuer de financer un secteur de la défense. Alors, en France, encore une fois, on essaye de faire valoir la préférence européenne. La France est quand même un des grands pays vendeurs d'armes et c'est un de nos atouts à l'international. Mais on voit bien que face à la machine marketing américaine, on ne peut pas faire le poids. C'est un peu comme le Mercosur, vous savez, Emmanuel Macron gesticule, explique que la France dira non, et puis Ursula von der Leyen va signer l'accord et on passe à autre chose. C'est tout le temps et systématiquement pareil. D'ailleurs,
Ursula von der Leyen, Madame Tombola, était hier à l'Élysée, évidemment. Sans elle, la réunion n'aurait pas pu commencer. Mais merci beaucoup Alexis Poulain pour ces 5 premières minutes. Dans ce que vous nous dites, plusieurs points évidemment sont remarquables. D'une part, le flou total entre les 33 pays qui participent à cette coalition, les 26 qui sont censés s'être engagés, Merz qui dit tout de suite que, bien sûr, il est très engagé aux côtés de son ami Emmanuel, mais avec des conditions qui sont telles qu'il n'y a aucune chance qu'il aille sur le terrain, l'Italie qui fait retraite, les 24 autres, en fait, on ne sait pas exactement qui ils sont, puisqu'il n'y a pas de communiqué précis en nous expliquant ce que la Lituanie a bien pu mettre dans le pot commun. On a l'impression que, malgré tout, Emmanuel Macron réussit à exister sur la scène internationale, quitte à être un trublion, quitte à être une épine dans le flanc, mais que... avec peut-être un instinct politique qui nous trouble, mais qui est là, il réussit quand même à faire en sorte que la France soit toujours présente sur la scène internationale. C'est à usage interne, c'est-à-dire il faut absolument que ce président qui est nul en France et que personne n'aime, qui est totalement discrédité et qui n'a plus de pouvoir, montre qu'il existe toujours pour préparer 2032. Mais est-ce que malgré tout, ça ne donne pas à la France un peu de substance ? Les gens ne peuvent pas balayer la France aussi facilement qu'ils auraient aimé la balayer ? Oui, il y a effectivement de beaux restes, on pourrait dire. La France reste une puissance nucléaire avec une armée multimodale et une économie, même si elle flanche et elle est surendettée, qui fonctionne. Tout comme l'Allemagne, qui a de beaux restes également, mais qui va très mal. Donc, il y a de ça. Et puis, Emmanuel Macron, vous savez, c'est un peu un copycat, comme ces serial killers qui copient d'autres serial killers, c'est-à-dire qu'il essaye de faire comme les autres présidents avant lui. Un jour, il va jouer à Jacques Chirac, le lendemain il va jouer à François Mitterrand, ensuite il va jouer à Sarkozy. Il n'est jamais lui-même, Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs tout le drame de sa vie, j'imagine, de ne jamais habiter sa personne. Et donc il est là dans une course à la diplomatie, puisque c'est tout ce qui lui reste. Il n'a plus de majorité, les gouvernements qu'il nomme tombent successivement et c'est une crise de régime qui s'annonce en réalité en France. Je ne parle pas des sondages où plus de 67% des Français veulent le revoir démissionner, destituer, dégager, mettez le terme que vous voulez, mais en gros, on n'en peut plus d'Emmanuel Macron en France. Et donc, pour lui, l'international, c'est sa bouée de sauvetage. Et puis, c'est aussi, je pense, préparer la suite de sa carrière, puisqu'il ne fait que commencer sa carrière malfaisante, 10 ans de mandat en France, mais attendez de voir ce qu'il va donner sur la scène internationale avec, j'imagine, une fondation Brigitte et Emmanuel Macron et d'autres choses de ce genre de joyeuseté. Donc, il est... Avec Thierry Breton au conseil d'administration, j'espère. Bien sûr, il est de tous les conseils d'administration, Thierry Breton, donc pourquoi pas celle-là de fondation ? Peut-être que je viens de lui donner une très mauvaise idée. J'espère qu'il n'écoute pas la chronique ce matin sur Radio Courtoisie. En tout cas, ce qui est terrible, c'est qu'on ne sait pas où est la France. Parce que certes, la France existe sur la scène internationale, mais si on prend Gaza et si on prend la cause palestinienne, on voit très bien Emmanuel Macron jouer un double jeu. Essayer de rester dans les clous et de montrer que la France est aux côtés d'Israël dans la libération des otages et dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Et puis de l'autre côté, aller dire qu'on va reconnaître l'État de Palestine, mais avec une liste en fait de si seulement et si et de cette façon-là. Donc il perd de tous les côtés, à la fois du côté de ceux qui sont davantage engagés pour la reconnaissance d'un État palestinien et du côté bien sûr des supporters d'Israël. Donc encore une fois, la France aux abonnés absents. La France sur la scène internationale, c'est des revers diplomatiques majeurs, notamment en Afrique, où on avait une présence quand même depuis des dizaines d'années et où on a été obligé de partir rapidement, de fuir quasiment des pays où notre présence était pourtant acquise d'une certaine façon. Donc il y a vraiment une course en avant, une frénésie de la part d'Emmanuel Macron pour exister sur la scène internationale, avec évidemment le sujet principal, l'Ukraine, puisque là on est en Europe et c'est sa terre de prédilection, c'est son sujet fétiche, bien sûr, l'Union européenne. Et donc, il y a là un moyen de pousser davantage son personnage sur la scène internationale comme le champion de la cause européenne. Je rappelle qu'il a déjà été nommé champion de la Terre, c'est pas rien. Champion de la Terre. Il est 8h et vous êtes sur Radio Courtoisie en train d'écouter... Radio Courtoisie, toutes les droites, tous les talents.
J'ai pas encore compris comment marchaient les jingles sur Radio Le Courtoisie. jingle. Ouais, voilà. Mais donc vous êtes bien sur Radio Courtoisie. On vient de l'entendre. Il est 8h. Ça, c'est vrai. Charles Huet n'a pas pu rester avec nous pour se confronter à Alexis Poulain, qui n'aurait pas manqué d'utiliser son verbe tranchant pour matraquer comment ça s'appelle, un entrepreneur à qui on a arraché son entreprise, car vous êtes cruel, Alexis Poulain, et vous êtes cruel avec les faibles. Non, je dis n'importe quoi. Et donc, on va plutôt à la place parler de deux choses, Israël et le Mercosur. Israël, très rapidement, parce que vous avez dit que Emmanuel Macron réussissait à perdre sur tous les tableaux. En Israël, on a expliqué qu'il était hors de question qu'Emmanuel Macron mette les pieds en Israël tant qu'il a son projet de reconnaissance de l'État palestinien. Oui, exact. Voilà, vous savez, ça fait suite, quand je parlais du copycat Macron, c'est ce qui m'avait le plus choqué dans cette façon qu'il a de singer les présidents, c'était une de ses dernières visites, il y a de ça quelques années, où il avait fait, comme le président Chirac, What do you want? You want me to get back to my plane? Mais très mal, puisqu'il y avait eu une échauffourée dans une église lors d'une déambulation dans les rues. Et depuis le 7 octobre, on voit que, de toute façon, Emmanuel Macron s'écrase en termes de politique et de diplomatie. On a vu comment les gendarmes français, sur un territoire sous protectorat français, ont été arrêtés par les forces israéliennes. Et là, Jean-Noël Barrot, comme Emmanuel Macron, se sont tus, tout simplement, ou ont fait des déclarations de principe, mais n'ont pas lancé de grands chantiers diplomatiques. Donc, tout le monde sait qu'Emmanuel Macron, de toute façon, c'est du vent, c'est du blabla, c'est de la parole, mais on s'en fout, en réalité, excusez-moi de parler comme ça, sur la scène internationale, de ce que dit ou pense Emmanuel Macron. Je crois que c'est là où, oui, il existe, mais est-ce que la France existe encore en diplomatie? Eh bien, la question, effectivement, est importante et j'ai bien peur que la réponse soit elle existe, mais aux marges. Ce n'est pas un pays majeur en termes de diplomatie. Elle est bien sûr partout où il y a des crises, Ukraine, Gaza, etc. Et même en France. Sur mais surtout en France, mais elle n'est pas celle qui va sortir un accord, qui va réunir des parties adverses. Tout ça maintenant se passe, vous l'avez vu, plutôt du côté des Émirats, en Turquie, ou en Chine ou en Inde. Et donc on est très loin du compte. Mais on ne peut pas non plus imputer ça seulement à Emmanuel Macron. Je pense que ça va aussi globalement d'une perte d'influence de l'Occident, avec des choix délétères depuis des années, notamment en diplomatie, le fait d'avoir été dans un déni total sur cette revanche, entre guillemets, que prennent les anciens pays colonisés ou les anciens pays du Sud, le Sud global, avec les BRICS, avec ce sommet de l'OCS qu'on a vu en Chine en début de semaine, où la Chine a fait état de sa puissance, en réalité, en montrant combien elle était proche et de l'Inde de Modi et de la Russie de Poutine, Russie qui n'était pas du tout isolée lors de ce sommet. Donc l'Occident est en train de s'enfermer dans une dystopie où on voit bien que des leaders comme Emmanuel Macron, Keir Starmer, Merz, qui ont une faible légitimité, eh bien, ont maintenant un objectif, censurer la parole libre dans leur pays, essayer de rester au pouvoir par cette censure d'une certaine façon, fausser le jeu politique et continuer une intégration vers une sorte d'entité unique qui serait l'Union européenne pour contrôler des citoyens qui ne seraient plus des citoyens mais des consommateurs. Ça, c'est un projet clairement défendu à Davos et qu'on voit dans nos pays quand on voit l'importance que revêt la censure de la parole pour ces leaders qui ont très peu finalement de support dans la population. Dans cette population, il y a un souci majeur, en tout cas la population française, mais d'une manière générale la population européenne, c'est évidemment la vie quotidienne qui est de plus en plus chère, avec des emplois qui sont de plus en plus rares. Alors, peut-être qu'il y a des générations qui ont moins envie de travailler que d'autres, peut-être aussi que le spectacle de ces usines qui ferment, de ces commerces qui ferment, de ces galeries commerciales désespérément vides et de ces fonctionnaires désœuvrés ou surchargés selon l'administration à laquelle ils appartiennent n'a rien d'attirant pour un jeune aujourd'hui. On se retrouve avec un nouveau boulet au pied, c'est le Mercosur, qui vient d'être adopté. On a parlé du rachat de petits bateaux par le groupe Régent, un groupe américain, Regent, pardon. Est-ce que on peut dire que le Mercosur,
qui est salué par la Macronie comme étant une victoire de la position française, étant donné qu'on aurait ajouté à cet accord un nombre conséquent de clauses qui permettent de le limiter. Est-ce que véritablement le Mercosur est cette victoire macronienne, ou est-ce que là aussi c'est une espèce d'accord Potemkin où pas du tout, la France a une fois de plus pris une déculottée magistrale? Bah, on peut dire que c'est une victoire macronienne dans le sens où c'est une défaite, parce qu'effectivement, on a perdu encore une fois. Mais c'était écrit dès le début, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous lisez les traités européens qui nous lient à cette Union européenne, vous savez très bien que en matière de signature des traités et de ratification des traités internationaux, c'est la Commission européenne qui a totalement les mains libres. Et les États membres n'ont qu'à se taire ou faire des gesticulations ou du spectacle politique. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. En disant, vous allez voir ce que vous allez voir, la France, hors de question, avec toujours des clauses cosmétiques, c'est-à-dire, on pourrait appeler ça des soins palliatifs. En réalité, on paye pour s'aborder notre agriculture. Donc, on va payer les agriculteurs pour fermer leurs exploitations, pour produire moins et pour... la production ne reviendra pas. Vous savez, une fois que vous acceptez ces traités transatlantiques de libre-échange, c'est un suicide lent, mais un suicide réel. Et donc, certes, les agriculteurs qui aujourd'hui ont des exploitations vont peut-être recevoir des chèques pour se taire, mais ils ne transmettront pas leur exploitation. Ça veut dire que 10 ans, 15 ans plus loin, la France, qui autrefois était exportatrice de blé, qui avait l'arme verte de Chirac, le fait de pouvoir garder une indépendance alimentaire, eh bien, la France sera tributaire des importations. Et ça, c'est un changement majeur. Nous sommes déjà La France est déjà, d'ailleurs, est déjà tributaire. déjà. La souveraineté alimentaire n'existe plus en France. Non. Mais on est encore dans un moment où on pourrait changer ça par des politiques volontaristes. Mais comme nous sommes dans les traités européens, c'est fini. Et donc, plus ça va aller, plus ça va être une catastrophe. Il faut rappeler, le Mercosur, vous faites rentrer en Europe des produits qui ne sont pas conformes aux normes européennes, alors que les agriculteurs en France, eux, sont soumis à des normes qui les étouffent et qui font qu'il y a des sécurités, il faut abattre des troupeaux entiers, des élevages de volailles, etc. Mais vous avez seulement 2%, 2 à 3% de tests en fait sur ces produits qui rentrent du Mercosur, et sur ces 2 et 3% de tests, vous avez déjà 30% de produits qui ne sont pas conformes. Donc voilà, c'est vous dire l'ampleur de la supercherie, de l'arnaque, on peut dire, poussée par l'Union européenne, la Commission et certains pays qui sont heureux de cet accord. On peut penser à l'Italie, la Pologne aussi. Mais pour la France, c'est une catastrophe. Mais on pourrait dire que l'ensemble de l'œuvre de l'Union européenne est une catastrophe pour la France. Mais ça, il faudrait poser la question à nos chers responsables politiques qui, visiblement, veulent continuer et défendre ce drapeau bleu aux étoiles jaunes comme si c'était la prunelle de nos yeux. Je ne comprends pas. C'est le syndrome de Stockholm. Mais vraiment, il y a un problème fondamental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et sur tous les dossiers, l'Union européenne a été une catastrophe et destructrice d'emplois et de croissance et de souveraineté pour notre pays, la France. Et pourtant, la classe politique, médiatique, eh bien, dans son ensemble, adore cette Union européenne. Alors, elle l'adore au point que même les nationalistes expliquent qu'il ne faut pas sortir de l'Union européenne et qu'on est capable de travailler avec l'Union européenne. Et est-ce que vous pensez qu'on peut travailler avec l'Union européenne? Est-ce qu'on pourrait aussi organiser des petites sorties, par exemple, ne plus reconnaître la CEDH? Je crois qu'on en a, c'est encore possible techniquement. Est-ce qu'il y a des sorties minuscules qui pourraient se faire? Mais il y a des sorties minuscules, évidemment, qui pourraient se faire. On a vu la bataille pour essayer de sauver les barrages hydrauliques français. Une bataille de 20 ans qui se solde par du chantage de la Commission européenne et EDF qui est obligé de filer l'électricité à des opérateurs. Mais globalement, c'est pas ça qui va rendre la souveraineté et les capacités de manœuvre à la France. La réalité, c'est que oui, on pourrait avoir de petits arrangements sur la CEDH, mais ça ne changera rien aux accords internationaux, ça ne changera rien au fait que la Commission européenne continue de nous coûter énormément pour
pour rien. Service rendu, zéro. C'est des sévices rendus. Et donc, à un moment, on peut se rendre compte qu'on aura tout intérêt à faire des accords binationaux avec des pays qui auront des intérêts communs avec la France, qu'à rentrer dans ce machin dont maintenant le projet est le surarmement et potentiellement la guerre. Il faut à un moment se rendre compte quand même de cette folie, et sans compter qu'à la tête de la Commission européenne, vous avez Ursula von der Leyen qui vient de mentir sur le brouillage GPS de son avion, donc propagande, dont le projet est la censure, chat control, et qui n'est pas élu. Je fais juste une parenthèse. Le brouillage GPS de l'avion d'Ursula von der Leyen donc, a accusé les Russes d'avoir brouillé le signal de son avion. En fait, c'était faux. C'était totalement faux, et pourtant toute la presse mainstream a fait écho de ce mensonge d'Ursula von der Leyen. C'est pas son premier mensonge, ce sera pas son dernier, comme étant bien sûr un scandale, une déclaration de guerre. Or, il s'est avéré, et les autorités bulgares de l'aviation l'ont dit, qu'il n'y avait eu aucun brouillage. Et le jour même, Flight Radar l'avait dit également. J'avais partagé cette information. On était peu à dire, mais attendez, c'est fou. Elle ment, elle essaye de créer un incident diplomatique majeur sur la base d'un mensonge. Comment cette dame qui a été exfiltrée du gouvernement allemand parce qu'elle était corrompue dans des affaires avec McKinsey lorsqu'elle était ministre de la Défense, mise à la tête de la Commission européenne, fait des malversations avec les Big Pharma, notamment Pfizer. Je rappelle qu'elle n'a toujours pas donné à la justice les échanges qu'elle a eus par SMS avec Albert Bourla, le patron de Pfizer. Et donc, elle continue en fait son œuvre de malfaisance sans que personne ne la mette dehors. Les députés européens ayant renouvelé son mandat. Bravo à eux. Donc, on est vraiment dans un moment où cette technocratie folle, mensongère, propagandiste, dangereuse pour nos libertés, puisque un des projets majeurs aujourd'hui de l'Union européenne, c'est la censure de la libre parole dans les pays européens. On a vu ce que ça a donné pour les élections en Roumanie. Imaginez en 2027 en France si on ne les arrête pas. Eh bien, il faut vraiment aujourd'hui se rendre compte du danger que représente cette Union européenne pour nous. Et donc, il n'y a pas à tergiverser, à dire on va faire des petits arrangements. Il faut aujourd'hui abattre la citadelle, comme le dirait Jean-Luc Mélenchon. Or, la citadelle, elle est à Bruxelles. La citadelle est à Bruxelles. Il nous reste 3 minutes, non même pas 2 minutes, Alexis Poulain. Est-ce qu'il y a un sujet français qui, malgré tout, vous donne une certaine satisfaction en ce moment ? Vous me prenez. Je sais, c'est une question dure. C'est très dur, c'est très dur. Oui, le 8 septembre, François Bayrou qui pose sa démission, sauf surprise et cas de haute trahison, le gouvernement Bayrou va tomber. Et je ne peux pas dire que c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une repolitisation de la vie politique française. L'appel du 10, alors on ne sait pas, c'est nébuleux, est-ce qu'il faut manifester, rester chez soi, mais il y a une volonté de changer les choses. Il y a la fin d'un système. Je crois que on sent évidemment une fébrilité, une colère, mais cette colère, elle a peut-être cette fois-ci une transcription politique parce que l'entourloupe du parti unique commence à se voir, c'est-à-dire l'appel désespéré d'Emmanuel Macron de faire une alliance entre les LR et le PS pour arriver à asseoir ce parti européiste unique et continuer son entreprise de destruction. Je crois qu'elle commence à arriver à son terme et ce qui est positif en France, c'est le réveil politique de nombreux Français qui étaient dans une certaine torpeur et qui commencent à se rendre compte que oui, c'est important de réfléchir, c'est important de s'informer et correctement et pas simplement avec le JT de Léa Salamé et d'arriver finalement à retrouver un élan, on va dire, populaire, collectif. Et c'est peut-être ça qui va réveiller la France. Donc je suis assez optimiste en réalité. Eh bien, merci beaucoup Alexis Poulain pour cette note d'optimisme finale et à très bientôt sur Radio Courtoisie.